matinée pédagogique consacrée à ce que nous apporte encore l'université à l'ère des contenus numériques. Et pour occuper cette matinée, nous avons plusieurs activités à vous proposer. D'abord, une table ronde avec Olivier Koch et Aude Seurat, ici présents. Olivier, qui travaille comme enseignant-chercheur à l'UFR des sciences d'information et de la communication et qui est donc chercheur également au LAPSIC. Et Aude Seurat, qui fut chercheuse au LAPSIC et qui est désormais co-directrice du CEDITEC à l'université Paris-Est Créteil et spécialiste d'éducation aux médias. Olivier étant, disons, spécialiste de processus d'information et de désinformation, on peut dire ça. Voilà. On va animer cette première table ronde avec Olivia Guyon, ici présente, enseignante-chercheuse également à l'université Sorbonne Paris-Nord et enseignante à l'UFR des sciences d'économie et de gestion. Ce sera suivi par une enquête menée par les étudiants de licence 3 information communication qui sont dans le public sur ce qu'apporte aux étudiants l'université aujourd'hui, ce qui nous permettra ensuite de nous répartir dans deux ateliers, l'un animé par la bibliothèque universitaire Edgar Morin qui nous accueille et qui co-organise cette matinée et qu'on remercie, autour des compétences informationnelles, et un autre atelier avec les étudiants, pour une fois qu'on a la possibilité de vraiment rencontrer les étudiants, enfin de faire une rencontre entre équipe pédagogique et étudiants. C'est vraiment un moment pour réfléchir à l'amélioration de nos pratiques pédagogiques, notamment en ce qui concerne la méthodologie au sens large, mais vous allez voir que c'est plus subtil que cela, et c'est justement le sujet de la matinée, pour aboutir à 10 propositions en fin de matinée, enfin on l'espère, on est ambitieux et ambitieuse, afin de travailler sur ces questions de méthodologie qui doivent, on insiste là-dessus, et je vais laisser la parole à Olivia pour prendre le relais, qui ne doivent pas être séparées des compétences disciplinaires, du moins à notre sens. Je remercie avant toute chose le service universitaire de pédagogie qui a organisé d'une main de maître cet événement, et ça a été le fruit d'une longue réflexion collaborative au sein du réseau des référents pédagogiques. Et du coup, pour introduire cette journée, je pense qu'on peut repartir de ce constat que tu viens de partager avec nous, Judith, qui est celui de la difficulté, mais nous on le pense, de la nécessité de ne pas séparer les questions de méthodologie du travail universitaire et des apprentissages des questions plus disciplinaires. Et ça, justement, je pense qu'on peut dire aussi que c'est pas un dogme, c'est quelque chose... c'est une réflexion à laquelle on a abouti en travaillant ensemble au sein du réseau des référents pédagogiques, avec le SUP, avec la BU. Et c'est tous ensemble qu'on a abouti à la conclusion que c'était important de prendre cette question-là au sérieux et de comment travailler aussi les compétences méthodologiques et d'apprentissage au sein des disciplines, et ne pas considérer qu'il y a des UE méthodologiques d'un côté et puis des UE disciplinaires de l'autre. Donc c'est vraiment ça qui nous anime aujourd'hui, et plus globalement ça se situe dans le diagnostic, mais qui reste à préciser, d'une évolution des manières d'apprendre pour tout public, et en particulier pour nos publics universitaires, c'est-à-dire nos étudiants et nos apprentis, puisqu'on a aussi des apprentis. Et ce qu'on constate tous, mais peut-être parfois de manière un peu intuitive et sans forcément avoir les outils pour l'analyser, et encore moins pour s'en emparer, c'est que cette manière d'apprendre, elle évolue, et que ça interroge nos rôles, à la fois en tant qu'enseignant et en tant qu'étudiant, en tant qu'apprenant, on va dire, plus généralement, et que ces rôles-là sont en train de se repositionner, en fait. Et ça, nous, dans nos pratiques d'enseignants, ça veut dire qu'on constate bien que certaines pratiques qu'on avait auparavant marchent moins bien, ou sont carrément plus du tout possibles. Et là, on a par exemple en tête toutes les questions autour de l'IA, mais pas que. Donc autour de toute ce constat très global et qui dépasse un peu les enjeux de cette matinée, nos intervenants, du point de vue de leur recherche, mais parce qu'ils ont aussi une pratique d'enseignant en lien avec ces notions-là, on va leur poser plusieurs questions. Et la première question qu'on voulait leur poser, c'est, donc je vais m'adresser à Aude d'abord, c'est sur justement l'évolution de nos rapports au savoir, qui est, on va dire,
globalement un de tes grands domaines de recherche. Et on voudrait savoir, de ton point de vue de chercheuse, d'enseignante-chercheuse, quelles sont tes impressions justement sur ces évolutions de nos rapports au savoir et quelle est la place de l'esprit critique dans ce paysage et plus particulièrement des prérogatives de l'université, éventuelles prérogatives de l'université vis-à-vis de ces compétences spécifiques qui sont celles de la formation à l'esprit critique. Merci Olivia et merci Judith pour l'organisation de ce bel événement. Donc oui, alors c'est une vaste question sur laquelle bien sûr je pourrais donner que quelques éléments de réflexion sur un temps limité. Mais ce qui est certain, c'est que ce mouvement de l'évolution du rapport au savoir, il est à penser sur le long terme, sur un certain nombre d'évolutions successives. Hein. Je n'aime pas tellement ce terme de révolution numérique. En plus, ça commence à devenir daté quand même, tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que ces changements graduels, j'insiste bien là-dessus, ont contribué à amener une requalification du rapport au savoir qui, me semble-t-il, il y a deux opposés qu'il nous faut dépasser. Le premier étant des discours euphoriques, pensant qu'avec la société de l'information, l'accès au savoir serait illimité, que tous les savoirs circuleraient et seraient accessibles. Et, alors encore une fois, il y a une bonne distinction entre l'accessibilité et l'appropriation déjà, et puis la capacité de discernement, bien entendu. Donc ça, c'est un idéal encyclopédique qu'on peut avoir d'ailleurs depuis le siècle des Lumières. Enfin, voilà, si Wikipédia s'appelle l'encyclopédie, c'est pas pour rien. On voit bien qu'il y a cet imaginaire-là qui est très fort de la démocratisation des savoirs et de leur accès à tous. L'autre pendant, c'est plutôt celui, je dirais, apocalyptique, qui va considérer que on est dans l'entropie généralisée, que rien ne vaut plus rien et que on entre dans l'ignorance. C'est ce que certains vont appeler les paniques morales aussi. Enfin bon, on voit bien que ces deux conceptions nous amènent quand même à des apories, puisqu'elles sont bien sûr trop caricaturales. Donc si on essaie de trouver une voie médiane dans notre manière de penser le rapport au savoir, bien sûr il s'agit d'acter que les formes de médiation, donc de circulation des savoirs dans notre société, se sont démultipliées, se sont transformées, et où il y a la question qui est majeure devient effectivement celle des modes de production qui ne sont pas toujours accessibles, donc on ne sait pas forcément d'où ils viennent, ces savoirs, par qui ils sont produits, pourquoi ils circulent, on en parlera aussi, parce que cette question d'essayer de comprendre les intentions qu'il y a derrière certaines circulations intensives, et aussi penser l'absence aussi, parce qu'on est tellement dans le plein qu'on a tendance à penser qu'il y a tout. Mais en fait, et alors moi j'ai comme livre de chevet depuis fort longtemps 2 ouvrages de Michel Foucault, qui s'appellent L'archéologie du savoir et l'autre L'ordre du discours, et il dit il faut penser les conditions d'énonciabilité des énoncés, c'est qu'est-ce qui fait qu'à une époque donnée, un sujet, un savoir, va plus circuler qu'un autre au détriment de d'autres. Et il y a tout un courant de recherche actuel que je trouve passionnant qui s'appelle les ignorance studies ou agnotologie. C'est travailler la fabrique de l'ignorance. C'est considérer qu'il faut aussi aller voir que parmi ce plein, finalement, il y a des zones d'ombre, il y a des savoirs qui ne ressortent pas. Je prends par exemple un exemple d'une thèse qui a été soutenue dans le laboratoire, le CEDITEC là récemment, d'un doctorant, enfin d'un jeune docteur maintenant, qui a travaillé sur la question de la non-mise au débat public des perturbateurs endocriniens et comment en fait les savoirs qui sont constitués sur cette question des perturbateurs endocriniens qui circulent malheureusement dans énormément de produits de consommation courante, a été escamoté par des lobbies, etc. Donc que ces savoirs-là n'ont pas acquis la reconnaissance qu'ils auraient dû, par exemple. Donc cette question de la circulation des savoirs, elle invite, et donc j'en viens au deuxième point de la question, à la place de l'université là-dedans, justement à d'autant plus à former au discernement, à la capacité de se questionner sur la manière dont ces savoirs sont produits, sur ce qu'on entend par l'expertise, parce qu'un peu tout le monde se qualifie d'expert aujourd'hui, donc qu'est-ce que c'est qu'un expert, quelles sont les conditions de production de ces savoirs, et ce qui implique par rapport, et je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à cette question
de la non-séparation entre les enseignements disciplinaires et méthodologiques, quand on enseigne une discipline, quelle qu'elle soit, je pense, peut-être que les collègues d'autres disciplines pourront le dire, il s'agit à la fois, bien sûr, de transmettre les savoirs produits par cette discipline, mais aussi les processus de production et de problématisation. C'est-à-dire que c'est pas uniquement de dire voilà à quoi telle recherche a abouti, mais voilà pourquoi on fait de la recherche sur ce sujet et comment on l'a fait. Et donc c'est aussi en ayant une compréhension de la manière dont les savoirs sont produits qu'on peut ensuite, par soi-même, être plus apte à juger, quand on est face à des informations, de savoir si on peut ou pas les qualifier de savoirs auxquels on va accorder sa confiance. Donc ça invite à ouvrir la boîte noire, en quelque sorte, de la production des savoirs, et de savoir analyser non pas uniquement des répertoires encyclopédiques, mais des modes de production des savoirs et de leur légitimation dans la société. Alors justement, la question du mode de production et de circulation des savoirs ou de l'information, c'est un de tes sujets de recherche, Olivier. Que peux-tu nous en dire sur la fabrique et la circulation de l'information? Et aussi, donc Aude parlait de la manière dont certaines informations sont passées sous silence. Il y en a d'autres qui sont aussi fabriquées de toutes pièces et qui s'avèrent fausses. Tu as aussi travaillé avec les étudiants sur la fabrique de la fake news. Et quand on préparait, tu nous as également indiqué que ça restait une notion ambiguë parce que qui décide de la... Enfin, il y a toujours des biais. Donc je vais te laisser nous en parler. Tu seras plus compétent que moi pour le préciser. Et même chose par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comment nous pouvons tenir compte de ce que vous êtes en train de nous expliquer pour nous outiller en tant qu'enseignants afin de présenter tout cela aux étudiants dans notre manière de leur transmettre du savoir ou de leur faire construire des connaissances et des productions. Oui, alors là aussi, c'est un vaste sujet. Je vous le disais en aparté tout à l'heure, je suis très content de pouvoir échanger avec vous, avec la salle, avec les collègues, avec les étudiants, notamment depuis la dernière élection de Trump. En ce qui me concerne, je suis KO debout et j'arrive pas à retrouver complètement mon équilibre, et ces moments d'échange, je pense qu'ils peuvent aussi servir à ça. Alors pour répondre à ta question, ce qui est pointé du doigt dans la recherche depuis au moins une quinzaine d'années, c'est qu'on observe à une transformation majeure de ce qu'on appelle les écosystèmes de l'information. Donc la manière dont l'information est produite, dont elle circule, et de la manière dont les publics s'en emparent. Ce qui est à l'origine de une des origines de cette grande transformation, eh bien, c'est la possibilité aujourd'hui d'injecter, de faire circuler de l'information, et parfois de manière virale, dans les espaces publics, sans être préalablement sélectionné. Ça veut dire quoi sans être préalablement sélectionné? C'est que, rappelez-vous, pour celles et ceux qui ont encore cette époque clairement en tête, l'époque du JT, ou l'époque de la grande messe du JT. Donc ce moment où quasiment toute la famille se mettait devant la télévision pour être informé des dernières actualités, éventuellement en débattre par la suite, ou en débattre le lendemain au travail, ou avec des amis. Vous voyez que le journal télévisé, mais comme une émission de radio, elle a ses portiers. Elle a ce qu'on appelle ses gatekeepers. C'est-à-dire quoi? Elles avaient des personnes dont le métier était de sélectionner celles et ceux qui allaient prendre la parole. Et cette sélection, elle se faisait selon certains critères et en fonction d'une certaine déontologie. Et donc, en l'occurrence, c'est un journaliste qui allait sélectionner un expert pour alimenter tel ou tel débat, et qui allait le faire normalement avec une certaine éthique professionnelle. Voilà. Donc pas possible de rentrer dans l'espace public, d'y prendre la parole sans être préalablement sélectionné. C'est un des facteurs de changement de ces écosystèmes de l'information, c'est que n'importe qui peut désormais introduire une nouvelle, introduire une fausse vidéo, introduire une fausse nouvelle, et puis avec des campagnes de manipulation coordonnées, donner d'abord une petite visibilité, puis une grande visibilité à ces informations. Alors, ces informations, là en l'occurrence, je pense à... parce qu'il faut évidemment se rappeler de ce que fait
la Russie en France, de ce que fait la Russie en Europe, de ce qu'a fait la Russie aux États-Unis, je pense évidemment à la Russie, puisque ce sont devenus des grands professionnels de la désinformation, avec des ingénieurs de la désinformation, c'est-à-dire des gens qui travaillent à partir de savoirs fondamentaux sur la manière dont on peut manipuler les opinions, et qui organisent, notamment avec certains d'autres ingénieurs de l'opinion aux États-Unis, qui ont organisé des tours du monde pour faire circuler ces savoirs, pour faire circuler ces techniques de manipulation. Donc c'est une puissance sur laquelle notre regard doit rester rivé. Et donc, la finalité de la Russie, c'est quoi? C'est, à travers ces manipulations, à travers ces ingérences, c'est de saper la démocratie représentative. C'est de saper le lien de confiance entre représentés et représentants, entre gouvernés et gouvernants, pour créer quelque chose de l'ordre d'une condition de guerre civile. C'est-à-dire que les opinions soient à ce point extrapolées, à ce point radicalisées, qu'il n'y ait plus d'entente, que les conditions de l'entente ne soient plus réunies. Donc dans ce cas-là, je reviens à ma réponse, la fausse information, on peut la définir parce qu'il y a un projet de tromper. Parce que la désinformation, c'est de la fausse information dans la perspective de tromper, et c'est ce qui va la différencier de la mésinformation. Donc je pense qu'on... C'est de l'erreur, quoi. Qui serait de l'erreur, oui, comme ça peut arriver. Comment il s'appelle, là, celui qui a tué toute sa famille et qui les a enterrés sous la terrasse, là, qui est parti. Voilà. Ouais, donc exemple typique, emballement médiatique, fausse information, mais il n'y a eu à aucun moment la volonté de tromper les publics. Et il y a aussi c'est le terme fake news, en fait, au départ, c'est de la falsification volontaire, c'est de la parodie, comme par exemple le Gorafi et autres. Et donc il y a une vraie confusion avec le terme fake news entre la désinformation, la mésinformation et la parodie. Voilà, comique, où bien sûr il faut voir que c'en est une, parce que si on la prend au premier degré c'est un problème, mais où en fait c'est de la parodie. Et donc en fait le fake au départ, au sens premier, fake news, c'est des parodies en fait. C'est l'artifice. Voilà. Donc, si ce n'est que cette expression gagne en popularité, hein, c'est quantifié au moment de l'élection, le premier mandat de Trump. Et je termine juste là-dessus, hein, mais c'est un point important, puisque Trump, imaginez-vous, on a encore les vidéos, hein, Trump qui est en train de s'adresser à son public, et derrière son public, il y a la presse. Donc il y a toutes les caméras derrière, et qui harangue les journalistes, qui interpelle les journalistes en disant fake news. En fait, bon, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est très important pour penser comment ces écosystèmes de l'information se transformaient. Il sapait la crédibilité des journalistes. Et cette montée en puissance de la haine des journalistes, ou alors de la méfiance vis-à-vis des journalistes, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, et je terminerai là-dessus. D'autant plus si on repère dans l'espace public les velléités de saper l'autorité des chercheurs et des chercheuses, de saper le travail académique. Pourquoi? Puisqu'on a finalement deux professionnels de l'administration de la preuve, deux types de professionnels de l'administration de la preuve, les journalistes d'une part, et les chercheuses, chercheurs, enseignants-chercheurs, donc ceux qui travaillent dans le travail académique, dont l'autorité est méthodiquement sapée. Et juste pour, excusez-moi, juste pour terminer, mais c'est juste une anecdote, mais je trouve que cette anecdote elle est tellement significative. La dernière fois, je faisais du vélo en forêt près de chez mes parents, et puis je croise un copain que j'avais pas vu depuis 15 ans. Et il descend du vélo, donc je l'avais pas vu depuis 15 ans. Il me dit, et la première chose qu'il me dit, mais Olivier, mais t'as vu Foucault et Derrida, le bordel qu'ils ont foutu dans notre pays? Ils ont tout déconstruit. Je sais qu'il les avait jamais lus, hein. Il les avait jamais lus. Mais il a dû voir. C'est la faute à Foucault. Voilà, en pleine forêt, donc comme quoi ça l'obsédait vachement. Et comme quoi il avait un jugement définitif sur Foucault et Derrida alors qu'il les avait jamais lus. Il avait dû regarder une vidéo de Zemmour. Voilà, et voilà. Bon, bref. Okay. C'est fou ça. On soit déprimé. Alors, même en pleine forêt, on n'est plus, on ne peut plus faire du vélo tranquille pour s'aérer l'esprit. Mais alors, bon,
J'allais te dire tout à l'heure un peu en off, mais puisque tu nous conduis sur cette voie, je le dis face à tout le monde, alors que peut encore l'université? Est-ce qu'on serait une sorte de ZAD, voilà, viltaneuse, comme ça, un peu retranchée des zones centrales? Je blague un peu, mais à moitié quand même. C'est-à-dire, est-ce que la résistance peut s'organiser en maintenant justement, autant que faire se peut, cette autorité pour les personnes qui seront disposées à adhérer à ce qu'on voudra bien partager avec elles? C'est le titre un peu provocateur de cette matinée, c'est à quoi sert encore l'université? Alors je vous pose cette question, je te la pose à toi Olivier, à quoi sert encore l'université si ses fondements sont méthodiquement sapés par des personnalités politiques qui ont intérêt à prendre le pouvoir et à le garder et à se faire de l'argent aussi? Alors je vais donner une réponse hyper déprimante. Mais au moins c'est dit. Hein. Et si, enfin d'ailleurs je vais le formuler sous forme de question, et si l'université servait à creuser, à renforcer ce creuset entre diplômés et non diplômés, dont les études en sociologie électorale ou autres nous montrent qu'elles sont le carburant des formes de populisme contemporain et le carburant des radicalités contemporaines. C'est-à-dire que ça créerait une rivalité avec... Il y a quand même beaucoup d'études aujourd'hui qui nous montrent que le carburant des radicalités politiques est à chercher dans ce creuset entre diplômés et non diplômés. Il y a même des études, c'était un prix Nobel d'économie de 2020 qui a écrit « Mort de désespoir, l'avenir du capitalisme », qui montrait pourquoi les gens se tuaient davantage avec des morphiniques, qui a montré que ceux qui se tuaient davantage, ceux qui étaient désespérés au point de se tuer avec ces toxines, étaient les moins diplômés et qui souffraient le plus de la montée en puissance de l'idéal méritocratique aux États-Unis. Alors justement, on diplôme de plus en plus. Enfin, il y a aussi cette démocratisation de l'université, de l'accès au diplôme, du bac, etc. Donc voilà, on peut aussi voir ça sous l'autre aspect, en se disant, justement, on s'adresse à de plus en plus de monde, ce qui n'est pas facile d'ailleurs. Est-ce que c'est pas une opportunité pour... Alors moi, je vais volontairement, bien sûr, parce que je partage une bonne partie des espoirs exprimés par Olivier, mais je dirais que voilà, je voudrais exprimer un contrepoint. Alors à l'université Paris-Créteil, je suis affectée à l'INSPE, donc l'Institut supérieur des métiers de l'éducation et de l'enseignement. Donc mes étudiants sont des futurs enseignants. D'ailleurs, qui sont déjà face aux élèves parce qu'ils sont en alternance. Et je crois fondamentalement, même si c'est pas évident, ça va pas de soi, que l'université, et je tiens vraiment à ce que la formation des enseignants reste adossée à l'université et reste adossée à la recherche, et on sait à quel point les réformes successives de la formation des enseignants remettent ça à chaque fois en cause, et que c'est encore actuellement, il y a une certaine imaginaire du fait que les enseignants devraient être juste des bons petits soldats qui appliquent des bonnes pratiques. Ça, c'est, je pense, très très grave. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, et j'espère bien que ça va continuer et que ça va même se renforcer, les enseignants sont formés par l'université et on met de plus en plus l'accent aux questions de... c'est d'ailleurs ce pourquoi j'enseigne là-bas, à la formation des enseignants, à la réflexion sur les enjeux de la circulation des informations, savoir sur le numérique, à leur capacité à réagir à ces pratiques, donc l'éducation aux médias en fait partie bien sûr, beaucoup de réflexions bien sûr sur le rôle de l'IA dans les pratiques pédagogiques et la manière dont on peut accompagner les élèves vers un usage raisonné. L'idée c'est pas de leur dire que c'est interdit parce que ça sert à rien de toute manière, et donc je crois vraiment, pour justement éviter ce creuset, c'est que tout le monde ne va pas à l'université, mais tout le monde va à l'école normalement, et que si les enseignants d'aujourd'hui sont mieux armés, mieux formés pour accompagner justement cette grande diversité dans le rapport au savoir, cette envie d'être dans le discernement, cette curiosité, cette envie d'apprendre à apprendre, lutter contre, j'en parlais avec une collègue Cécile Coudriot juste avant, peut-être cette tentation de fainéantise de se dire que tout est disponible sur un plateau et qu'il n'y a pas d'effort à produire pour chercher, qualifier, croiser les informations. On en reparlera tout à l'heure des compétences infodocumentaires. Donc je pense que les enseignants ont aujourd'hui encore plus d'importance qu'hier.
enfin en tout cas tout autant, et que par contre malheureusement les pouvoirs publics et même la société d'une certaine manière n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Voilà. Eddie. On va leur envoyer la vidéo. Je sais pas si elle va regarder, mais alors comment faire? C'est finalement que faire, comment faire? Je peux développer ma question, mais je pense que je préfère que vous laissez cette patate chaude. Je veux bien commencer si tu veux. Alors ça ne sera pas une recette en 10 points, clairement pas. Je pense avoir déjà donné quelques éléments sur le fait de soutenir les enseignants et la formation des enseignants, etc. Enfin, sur le fait si on capitule, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, à un moment, il faut quand même garder espoir quand même dans l'éducation, qu'elle soit secondaire ou supérieure, déjà. Les enseignants ont besoin de soutien, quel qu'il soit. Donc, c'est déjà une première chose. Une deuxième, ce serait le comment faire. Vous avez, je pense, déjà donné des éléments en disant que, en fait, il n'y a pas d'un côté une méthodologie qui serait creuse et qui serait une boîte à outils toute faite, et de l'autre, des savoirs disciplinaires qui seraient désincarnés et qui tomberaient du ciel comme ça. C'est apprendre à apprendre, apprendre à avoir envie d'apprendre, apprendre à discerner parmi tout cet embroglio d'informations qui nous semblent offertes, mais qui ne le sont pas forcément, derrière lesquelles il y a un certain nombre de stratégies qu'il s'agit de discerner. Et alors, discerner les stratégies, discerner les intentions, alors Olivier donnait un très bon exemple avec notamment la désinformation russe, c'est pas non plus devenir complotiste et être complètement parano. Enfin, je veux dire, c'est être à une juste mesure de faire une démarche intellectuelle de qualification des besoins en termes de savoir, déjà, parce qu'il y a des informations parfois qui circulent, qui nous parasitent un peu les choses, et de se dire, voilà, ça c'est important, ça l'est moins. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se divertir, bien sûr qu'on a le droit de se divertir, mais en tout cas faire la différence entre les deux, déjà, des genres d'informations qui circulent, être capable de se questionner sur la manière dont ces savoirs ont été produits, sur les raisons pour lesquelles, ça je crois beaucoup à la fois à l'histoire culturelle, à l'histoire des savoirs, à l'épistémologie des sciences, à l'anthropologie des savoirs, c'est-à-dire les savoirs situés. Ils sont situés dans une société, ils sont produits dans certaines conditions, et donc la méthodologie et les disciplinaires, le croisement, c'est justement rendre intelligibles les modes de production des savoirs, les raisons pour lesquelles ces savoirs, et expliquer. Je pense qu'on doit être un peu des commerciaux, dans quelque sorte, pour vendre et justifier pourquoi ça va être utile, à quoi ça va vous servir. Donc effectivement, ça invite d'autant plus les enseignants, alors que ça soit secondaire, universitaire, là on parle de l'université, à expliciter les raisons pour lesquelles ils enseignent cela, de cette manière-là. Qu'est-ce qu'ils pensent que ça va permettre comme compétences intellectuelles, compétences pour un avenir professionnel, bien sûr, mais citoyens aussi. Il ne faut pas oublier qu'on ne forme pas qu'à des métiers, bien sûr, mais on forme aussi des citoyens. Et un citoyen éclairé, c'est un citoyen qui est capable de choisir, capable de décider, et qui, justement, a cette capacité de discernement. Et donc, c'est mettre au cœur de l'enseignement cette émancipation, dans le sens vraiment capacité de savoir pourquoi on pense cela, pourquoi on choisit cela en bonne conscience, et d'être capable de savoir attribuer sa confiance alors à des journalistes, à des chercheurs ou à d'autres formes de savoir, parce que les savoirs situés, les savoirs de l'expérience, j'y crois aussi, on n'est pas forcément besoin d'avoir un bac+8 pour dire des choses tout à fait sensées et utiles, mais c'est savoir discerner cela. Et je pense que c'est le rôle fondamental des enseignants. Et je pense sincèrement, alors ça je suis plutôt optimiste là-dessus, j'ai l'impression quand même qu'on a beaucoup d'étudiants qui, quand ils sont dans cette dynamique-là, sont intéressés et ont envie de... Enfin voilà, je pense que l'envie d'apprendre, elle est encore là et que il faut la cultiver. Bon, tu peux être plus noir si tu veux. Il y a good cop et bad tout seul. Merci. Il est un peu déprimé à cause de ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il ne faut pas capituler.
Et j'ai tendance à penser aussi qu'il faut sanctuariser la pensée théorique et critique, mais ça je le fais peut-être à partir de mon champ disciplinaire et mes pratiques d'enseignant en communication. Moi, je pense toujours à ça. On ne demandera jamais à un sociologue du religieux d'enseigner l'art de la prêche, mais en communication, des fois, on nous demande de passer de l'autre côté, et cette professionnalisation est pas évidente, et en fait, on n'est pas forcément compétent pour le faire, mais enfin, il faut feindre de l'être, hein, puisque c'est paradoxal, mais on se retrouve quand même des fois dans ces situations. Donc sanctuariser la pensée critique et théorique. Et puis concernant la circulation des savoirs et des informations dans l'espace public, rester dans l'esprit de la législation et de la régulation, parce que vous savez, je pense toutes et tous que aux États-Unis, au moins désormais, sur toutes les grandes plateformes tenues par ceux qui sont venus faire une géniflexion devant Trump au lendemain de son élection, et bien tout ce qui est modération par des fact-checkers a sauté. Et bien, moi j'ai tendance à penser qu'il faudrait aussi, sur les blogs existants, les blogs d'experts profanes ou de profanes experts, je ne sais pas trop comment les appeler, avoir aussi une forme de droit de regard, voir ce qui se dit, comment les opinions peuvent y être manipulées, si c'est vrai ou faux. Alors vous allez me dire, c'est encore un niveau de vigilance, et encore un nouveau personnel de vigie à trouver, avec une régulation à mettre en œuvre. Mais si on ne s'intéresse qu'à ce qui circule dans les médias, quel que soit le type de médias, et les fausses informations, et qu'on ne s'intéresse pas au savoir truqué qui circule sur un certain nombre de sites, de blogs d'experts, on fait que la moitié du travail. Et on a quand même quelques études qui montrent à quel point ces blogs, lorsqu'ils constituent des sources uniques, fabriquent des opinions, enfin contribuent à fabriquer des opinions, des positionnements politiques parfois assez radicaux. Mais là aussi, on a l'impression qu'il faut encore faire un énième barrage contre le Pacifique, et les flux sont... ouais, bon, voilà, moi je suis pas un grand... J'aurais dû parler après toi. Mais vous pouvez encore parler quelques instants en tout cas. J'aurais une dernière question, mais en fait je vais vous en poser deux, parce que c'est vrai qu'on m'a fait remarquer que c'était très orienté information communication ce matin. Je plaide coupable. Mais comme l'a souligné brièvement Aude, ces questions de savoir situer peuvent tout à fait s'appliquer au domaine scientifique également. Peut-être que ça paraît... Je ne parlais pas du tout d'Infocom en particulier. Oui, bien sûr, mais c'est pour... parfois, quand on enseigne dans des disciplines où... censé être plus opérationnel, je parle sous contrôle de mes collègues, on est un peu plus à distance de ces questions d'explicitation. Donc, je rebondis sur ce que tu disais. Voilà, est-ce que tu suggères d'expliciter aussi la manière dont sont situés ces savoirs, et dont les enseignants en sont venus à s'emparer de ces savoirs-là, de cette recherche-là, pour... faire adhérer les étudiants à ces méthodes scientifiques notamment. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, oui, tout à fait. Alors je pense que c'est une question que je trouve très juste, parce que je dirais qu'il y a deux choses. Je dirais que dans tous les savoirs, il y a des éléments sur les modes de production, les intérêts, les enjeux qu'il y a, et alors a fortiori dans les sciences et techniques, parce qu'il y a d'autant plus des enjeux industriels, des enjeux de concurrence, de dépôt de brevets et autres, etc. Et donc, c'est tout aussi, voire plus, enfin pas plus, mais bon, c'est tout aussi important d'expliciter les modalités selon lesquelles, et les imaginaires des techniques qu'il y a derrière. Alors d'où aussi tout ce qui est histoire des sciences. Histoire des sciences, c'est travaille beaucoup sur l'histoire des sciences dures, je mets bien des guillemets parce que ces terminologies-là, voilà, on sait bien leurs limites. Mais
Mais en tout cas, voilà, enfin, c'est tout le champ d'histoire des sciences, autant travailler sur notamment sur l'industrie, hein, notamment, c'est pas pour rien, c'est pour montrer qu'il n'y a pas des univers clos où d'un côté il y aurait la recherche dans sa tour d'ivoire, de l'autre le monde économique, de l'autre le monde politique, et que ça permet justement de questionner les choix qui ont été faits dans le fait de développer tel ou tel. Par exemple, il y a toute une recherche intéressante qui a montré que les modes de financement de la recherche ont fait qu'à un moment donné, il y a plus de 20 ans, des recherches sur l'ARN messager, que c'est des projets ANR où en fait c'est des projets qui sont financés sur 3 à 5 ans, qu'une fois que c'est fini et on doit passer à autre chose, on ne peut pas redéposer le même projet, et qu'en fait, s'il y avait eu des financements plus longs, très probablement que les recherches auraient plus avancé, et que quand on s'est retrouvé en phase de pandémie, eh ben, on aurait eu des solutions, si on peut dire. Enfin, en tout cas, la recherche sur ce domaine de l'ARN messager aurait été beaucoup plus avancée. Enfin bon, et donc c'est travailler le lien entre politique publique de financement de la recherche et état des savoirs à un moment, et on comprend mieux pourquoi les savoirs, ils auraient pu avancer, mais ils n'ont pas avancé. Enfin, en tout cas, ils ont été stoppés à un moment où, en fait, on se rend compte a posteriori que ça aurait été mieux qu'ils continuent à travailler. Donc, dans voilà, je donnais un domaine, là, le domaine de la santé, mais bon, voilà, c'est tout aussi important. Sur la question de la dimension concrète du rapport au savoir, moi, ça me semble essentiel dans tous les domaines, et bien sûr, c'est central dans l'enseignement des sciences et techniques, mais je pense qu'en sciences sociales aussi, il y a cette idée de... Olivier disait qu'il croyait ferme, et c'est mon cas aussi, hein, l'enseignement des savoirs théoriques, et que c'est important, bien sûr, c'est essentiel, parce que c'est ce qui permet de donner la hauteur. On parlait d'esprit critique, moi je préfère parler de discernement, parce qu'il y a une certaine conception de l'esprit critique que j'aime pas trop, donc où je parle de démarche critique, mais esprit critique, j'utilise pas ce terme, c'est un peu trop figé, c'est comme si esprit, tu le pas, enfin bon, ça me dérange. Démarche, ça me va mieux, parce qu'on peut faire, on peut exercer une démarche critique sur certaines choses et pas sur d'autres, et donc on n'a pas un esprit critique, c'est-à-dire que on exerce une démarche critique en fonction des situations, par rapport au rapport émotionnel aussi qu'on a au sujet, et donc c'est pas quelqu'un qui en a un esprit critique et quelqu'un qui en a pas. Enfin, je trouve que c'est trop caricatural. Oui, c'est ça. La mise en pratique, le fait de exercer ces savoirs sur un objet concret, de voir concrètement qu'est-ce que ça donne, donc que ça soit dans un laboratoire de physique, face à une machine en mécanique, ou que ça soit en observant, en menant une enquête, par exemple en sciences sociales, en allant sur le terrain et en enquêtant sur un sujet. Donc le mettre à l'épreuve, ces savoirs, à l'épreuve du concret, à l'épreuve de l'objet, à la preuve des situations, ça me paraît essentiel. Et donc, de ce point de vue-là, on n'a pas d'un côté, on enseigne du savoir pratique et de l'autre du savoir théorique. C'est cette relation-là qui, parfois, je pense, dans les maquettes universitaires, est parfois trop distincte. C'est-à-dire, d'un côté, on aurait le cours purement théorique, et de l'autre, on ferait du TP ou du TD, ou ça serait déconnecté. Alors que c'est montrer comment le savoir théorique nourrit la pratique, éclaire la pratique et permet de comprendre la pratique autrement. Et donc, c'est cette articulation-là entre professionnalisation et théorisation, entre savoir théorique et savoir pratique, qui est essentiel peut-être de mettre plus en lien dans nos modes d'enseignement. Alors voici déjà une piste, mettre davantage en lien la théorie et la pratique à travers les nouvelles maquettes qui sont censées être en cours d'élaboration. Un autre point qui n'est pas l'objet principal de notre réflexion d'aujourd'hui, mais tu l'as dit, on ne peut plus faire sans, c'est la question de l'accompagnement à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative. Ce sera ma dernière question, puisque de toute façon on ne peut pas répondre en quelques minutes, et après on pourra... si vous avez vous aussi des questions, des remarques, n'hésitez pas. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle produit, est absolument monstrueuse ou absolument géniale, mais on sait que dans la production de contenu, c'est un outil qui devient familier, et en tout cas tentant. Donc, nous, enseignants, on est obligés de prendre ça en considération lorsqu'on demande aux étudiants de produire des choses. C'est pas forcément restituer des savoirs, mais de nous rendre des travaux, par exemple. Alors, est-ce que vous avez des réflexions à partager avec nous à ce sujet, en lien avec tout ce dont on vient de parler sur la circulation d'informations?
Oui, je crois qu'il n'y a pas une enseignante ou un enseignant aujourd'hui qui se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il va faire avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que les étudiants font avec, qu'il n'est pas déjà observé que l'introduction de ces outils grand public perturbe puissamment ces modes d'évaluation. Eh bien, faut déjà que nous, on se forme. On se forme aux usages. Ça veut dire qu'il faut qu'entre 4h30 du matin et 7h30 du matin, on suive une formation à distance en plus de tout ce qu'on a à faire. Donc, je rigole, c'est qu'il faut qu'on ait du temps pour se former à l'IA, pas sur le pouce, pas en surface, qu'on mette en place des espaces d'expérimentation avec nos élèves. Mais ça prend du temps. Déjà, connaître les enjeux de l'IA aujourd'hui, les modes de fonctionnement, ça prend du temps. Moi, il s'avère que je fais une enquête sur les usages de l'IA par les journalistes et les enjeux économiques de l'IA dans les industries de presse. Donc, je m'y intéresse de fait par mes terrains de chercheurs. Mais il faut du temps pour le faire. Donc, en tout cas, il faut du temps et effectivement, on pourrait réclamer d'avoir davantage de temps, mais les journées n'ont que 24 heures. Mais ce sont aussi des questions dont on parle avec les services centraux, le service universitaire de pédagogie ici présent, qui s'emparent de ces questions. Donc la formation des enseignants, l'expérimentation, le partage de pratiques et de recherches, ça peut déjà être un bon point de départ. Si je peux compléter, alors, je suis complètement d'accord avec Olivier, et pour que les enseignants puissent s'en saisir et réfléchir aux transformations de leurs pratiques, il faut leur laisser du temps, ce qui n'est franchement pas le cas ces derniers temps. Bon, ça, c'est un premier point. Un deuxième, c'est par rapport à la problématique qu'on aborde depuis le début de cette matinée, c'est ça amène, et ça, je pense que c'est une opportunité pour mettre au cœur cette question du rapport au savoir et justement de montrer questionner justement, amener des réflexions sur comment sont financées ces IA, comment elles fonctionnent, quels en sont les biais, faire des tests avec les élèves pour montrer justement qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas, leur prouver, parce qu'il ne faut pas juste leur dire non, c'est pas, ça produit des hallucinations et des choses comme ça. Non, mais prenons un sujet, testons-le et regardons et vous voyez bien. Donc leur faire la démonstration, ce qui n'est pas très difficile sur pas mal de choses. Oui, pour l'instant. Et alors je dirais quand même que ça nous saisit quand même une opportunité. Alors, c'est pas évident qu'on est sur des publics de licence, mais on sait qu'en France, on n'est pas assez sur la formation à l'oral, au débat oral, à la prise de parole en public, etc. Et que si on passe un certain nombre d'épreuves à l'oral, à l'oral, on ne peut pas avoir une IA qui est derrière parle à sa place. Et donc, si on doit défendre des sujets, etc., je ne dis pas que sur la préparation du contenu, l'étudiant n'aura peut-être utilisé une IA, mais ça n'empêche que pour le défendre, pour l'expliciter, pour répondre à des questions qui ne sont pas prévues à l'avance, donc dont on ne peut pas avoir préparé la réponse avec une IA générative, on ne peut pas. Donc ça invite à peut-être mettre plus au centre, ça ne veut pas dire qu'on fait plus d'écrit, mais en tout cas peut-être de mettre un peu plus d'oral dans les évaluations. Il y a aussi, alors moi je fais partie d'un groupement d'intérêt scientifique, donc c'est des groupements de chercheurs, donc c'est sur toute la France, qui s'appelle le GIS2IF, Innovation, Interdisciplinarité dans la formation. Donc je me permets une petite page de publicité parce qu'on fait depuis 3 ans maintenant un séminaire en ligne qui s'appelle Intelligence artificielle, éducation et formation, et on se questionne justement sur, c'est exactement la question qu'a posée Judith, que fait l'intelligence artificielle à l'éducation, à la formation, comment ça transforme la formation professionnelle. Le dernier séminaire c'était sur la transformation des métiers du journalisme, donc voilà, on va traiter de plein des traducteurs bien sûr, parce qu'on se demande est-ce que ça vaut encore le coup d'entrer dans des métiers de traduction aujourd'hui, de ceux qui font du web rédactionnel, puisqu'on sait qu'il y a une partie maintenant des contenus de web rédaction, enfin public reportage et autres qui sont produits par l'IA. Enfin bon, ça transforme plein de rapports à plein de métiers. Donc c'est se demander quelle est la plus-value humaine, qu'est-ce que fait l'humain que ne peut pas faire l'intelligence artificielle, et je reste convaincu qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses que l'intelligence artificielle ne sait pas faire. Je vous invite vraiment à lire l'ouvrage de Daniel Handler, qui est professeur de philosophie au Collège de France, qui a la chaire de philosophie, qui s'appelle Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme, et s'interroger sur l'intelligence artificielle l'amène à s'interroger sur qu'est-ce qu'on entend par intelligence et qu'est-ce que l'intelligence humaine. Et il amène sur le fait qu'à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, elle n'a pas l'intelligence des situations, elle n'a pas l'intelligence des émotions, elle n'a pas l'intelligence de tellement de choses, et donc c'est se dire peut-être que remettre le rapport au savoir au centre avec ces éléments-là, donc comprendre une situation, elle n'est pas en situation, elle est
fallait pas là, dans une situation. Donc c'est aussi faire en sorte qu'on mette en avant des compétences qui sont le propre de l'intelligence humaine et pas artificielle. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle comme un outil et pas comme quelque chose qui nous remplace pour des tâches très précises qui permettent de passer plus de temps sur des tâches qu'on considère comme étant plus importantes ou permettant de développer encore plus la réflexion. Donc c'est pas un point final, ça peut être une tâche précise à un moment précis bien ciblé, mais auquel cas il faut effectivement soi-même, comme enseignant, se former et ensuite amener les élèves à cette compréhension-là. Et de ce point de vue-là, il y a de la mise en pratique. Et alors, je dirais, on dit l'intelligence artificielle, pour en avoir testé beaucoup, je ne vais pas faire la promo d'une en particulier, mais moi, il y en a une qui, je trouve, mieux que les autres. Elles ne sont pas toutes pareilles. Elles ne produisent pas les mêmes rapports au savoir. Il y a notamment des intelligences artificielles génératives, parce que l'intelligence artificielle, c'est hyper général, on parle des génératives, là, qui citent leurs sources. Déjà, au moins, aller vers des choses qui citent les sources, et ensuite, on va vérifier la source, on regarde sur quelle source elle s'est inspirée, on qualifie la source, donc on cherche, voilà, cette source est-elle pertinente et autres. Donc déjà, il faut arrêter d'utiliser ChatGPT qui ne source pas. Il faut aller, si on utilise l'intelligence artificielle, aller sur l'intelligence artificielle qui source. Au moins, on peut savoir d'où ça vient. Mais non, mais il y en a plusieurs. Mais non, mais c'est des sources. C'est des IA qui sont développées par des universités, par Stanford, par Oxford, c'est You, c'est Perplexity. Enfin, c'est des IA qui sont développées par des chercheurs et qui sont adossées à des universités. Donc derrière, il y a quand même. Quand la nôtre. Il y a une éthique du rapport au savoir quand même, où derrière, l'IA vous dit je ne sais pas quand elle ne sait pas, n'invente pas n'importe quoi et cite ses sources. Après, parfois, les sources ne sont pas pertinentes. Moi, je demande source académique sur tel sujet. Parfois, ça me sort un blog de je ne sais pas qui. J'ai demandé source académique et parce que la personne marque recherche quelque part, paf, c'est identifié comme un truc de recherche. Donc, le truc n'est pas parfait du tout. Mais au moins, je peux vérifier que je trouve que la source n'est pas pertinente. Je sais d'où le truc a été puisé. Merci pour cette piste. Est-ce que, Olivier, tu as des choses à ajouter ou à compléter? Non. Ah bah voilà, c'est mon arrivé au bout, bah voilà, parfait. Aude a tout dit, elle a fait le tour dans un temps record. Je plaisante bien évidemment, puisqu'on aura tous compris, et c'était le but aujourd'hui, qu'il s'agit davantage d'ouvrir des champs de recherche, réflexion et pratique que de donner des réponses toutes faites. Et on peut s'accorder quelques instants maintenant pour des échanges avec vous, si vous souhaitez prendre la parole. Merci beaucoup, c'était passionnant comme je m'y attendais. Alors, je suis Cécile Coudriou, j'enseigne, désolé moi aussi, en infocom. Je donne des cours en anglais sur médias, culture et communication. Mais justement, je partage le point de vue qui a été ici exposé, selon lequel c'est pas vraiment une question de champ, finalement. Je trouve que vraiment le mot-clé à retenir dans toutes vos prises de parole, c'est le mot discernement. Et je voulais ajouter un petit peu mon petit écrincelle avec ce même fil rouge de discernement. Je ne crois pas que vous ayez mentionné le discernement entre les faits et les commentaires. Et pour moi, c'est vraiment l'un des fléaux aujourd'hui, qui est porté non seulement par des journalistes du genre Fox News, mais aussi par aujourd'hui Trump. Je ne vais pas te déprimer davantage, Olivier, mais c'est vrai que lorsque des politiciens eux-mêmes pratiquent cette ce volontaire écrasement du discernement entre faits et commentaires, on commence vraiment à être très très mal, et surtout on rentre dans cette ère de la post-vérité ou post-truth. Voilà, donc là, c'est quelque chose qui, à mon avis, paradoxalement, peut nous donner de l'espoir. Parce que, comme l'a déjà un petit peu dit Aude, je pense que là, on a vraiment un rôle à jouer en tant qu'enseignant. Ce rôle de démonstration collective, hein, pas seulement top-down, on a le savoir, vous l'avez pas, donc écoutez-nous et nous faisons autorité parce que nous détenons un savoir. Pas du tout, mais je pense que quel que soit le domaine que l'on enseigne, si justement on parvient à démontrer que toute personne à l'université peut travailler sur cette capacité de discernement, on a déjà gagné la moitié du chemin. Et je pense qu'on a vraiment un rôle non seulement à jouer, mais jouable, quoi. J'y crois beaucoup. Ensuite, pour l'histoire de l'autorité, pour répondre justement à toi, Judith, je pense qu'il faut se méfier de ce mot autorité, ce qu'on entend par là. Parce que là où ça prospère aussi, les discours de Trump et autres, c'est l'anti-élitisme.
Et donc plus on a une démarche d'inclusion, une démarche ouverte vis-à-vis des étudiants, en montrant que on croit complètement en leur capacité justement eux aussi à mieux discerner et à acquérir un savoir en ayant une pensée critique, pour ajouter une troisième expression, une pensée, un raisonnement critique, plus on peut espérer quand même faire une différence. Et le fait d'avoir une autorité, c'est pas seulement d'avoir des gatekeepers, comment tu as dit en français, des portiers. C'est justement déjà de montrer que l'autorité, c'est pas parce qu'on est enseignant, par exemple, et donc censément sachant, mais c'est parce qu'on a cette démarche basée sur de la recherche qui a été au fur et à mesure sans doute elle-même remise en cause, puis réaffirmée, puis améliorée, etc., etc. Une démarche itérative. Voilà, donc pour tout cela, moi finalement je reste à la fois inquiète comme toi, Olivier, mais aussi très combative, et jusqu'au bout de notre carrière, je pense qu'on doit le rester avec l'aide des étudiants, très souvent enthousiastes, il faut le rappeler. Merci encore pour cette table ronde. Merci Cécile, merci pour ton Bonjour à tous, Audrey Valentin, moi, je suis enseignante-chercheuse en physique et donc je fais partie des personnes qui ont donné lieu à ces remarques sur le lien entre sciences humaines et sciences, on va dire inhumaines peut-être. expérimentale. Oui aussi, c'est surtout... en fait, il y a un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question de l'interdisciplinarité. En réalité, moi, en tant que scientifique, je me reconnais tout à fait dans tout ce que vous avez dit dans le discours tout à l'heure. S'intéresser à comment la connaissance est produite pour prendre un recul critique sur les notions qui sont transmises, que ce soit en cours, mais dans les médias aussi, mais c'est extrêmement important. Et on a eu une illustration très très forte avec l'affaire de l'hydroxychloroquine, par exemple, où il s'agissait de communiquer autour de résultats scientifiques qui n'étaient pas obtenus avec un protocole scientifique valide. Et là, on est vraiment sur cette question d'interdisciplinarité. Donc les journalistes qui communiquent là-dessus n'ont pas nécessairement une formation scientifique ou un recul scientifique qui aurait été bien utile pour eux. Et d'un autre côté, pour nous scientifiques, on n'a pas forcément les méthodes de communication qui permettent de bien nous faire comprendre et de bien faire comprendre la validité des méthodes scientifiques. Donc les problématiques sont exactement les mêmes, mais comme on a saucissonné la connaissance entre l'humain, l'inhumain, le dur et le mou, on a du mal à obtenir une démarche critique qui est absolument nécessaire et qui l'a toujours été, me semble-t-il. Mais en tout cas, merci pour vos interventions. Merci beaucoup. Alors je dirais quand même si ça reste à renforcer, les universités de plus en plus développent des services d'appui, des initiatives et des financements spécifiques, c'est ce qu'on appelle SAPS, Sciences avec et pour la société, donc pour inciter, apprendre, accompagner les chercheurs à savoir s'exprimer dans les médias pour justement essayer de faire en sorte que les travaux issus des recherches puissent être accessibles. J'aime pas le terme de vulgarisation, ça fait un peu descendant, mais en tout cas, savoir s'adresser à des publics non académiques, sortir de son univers de la recherche et aller faire en sorte que les savoirs produits dans nos laboratoires soient utiles à la société. Et il y a quand même de plus en plus d'initiatives, d'universités populaires, de chaînes YouTube, d'articles sur The Conversation. Enfin bon, c'est quand même quelque chose qui se développe, qui mérite de se développer encore, qui mérite d'être plus connu, bien entendu. Mais en tout cas, ce cloisonnement-là, en tout cas, je pense que l'université aujourd'hui, avec ses moyens limités, comme vous le savez, quand même un certain nombre de chercheurs et chercheuses y œuvrent de plus en plus. Et ça crée des liens aussi entre, par exemple, The Conversation, c'est des équipes journalistiques qui travaillent avec des chercheurs et c'est des articles coécrits parce qu'il y a la compétence des journalistes à savoir s'adresser au public, à savoir situer un sujet, à savoir l'ancrer dans l'actualité, et puis les chercheurs et chercheuses qui apportent des savoirs spécifiques sur des thématiques. Donc
En tout cas, voilà. Mais bon, disons qu'il faut après les soutenir, ces initiatives-là, parce qu'il faut que l'université s'ouvre plus sur la société, mais il faut aussi qu'il y ait des publics, que les publics s'y intéressent. Mais justement, je rejoins un peu Audrey, et elle est trop modeste pour le dire, mais elle-même, elle a beaucoup d'actions de médiation scientifique, de SAPS, donc elle est elle-même très active dans ce domaine-là. Il n'empêche que dans nos enseignements, c'est pas encore ça. Enfin, c'est-à-dire que même si on peut développer certaines choses, et souvent sur la base du volontariat et assez souvent du bénévolat, pour faire valoir tout ce que tu viens de dire, malgré tout, dans les maquettes, ça reste très, très disciplinaire, très cloisonné. Donc c'est vrai que d'un point de vue pédagogique, on a aussi vraiment besoin de développer des outils pour ça. Et on ne peut pas dire à nos étudiants, vous irez lire sur The Conversation. Oui, bien sûr. Voilà, ça répond pas tout à fait au même. Oui, bien sûr. Donc je pense que l'enjeu, d'un point de vue pédagogique, il reste quand même assez entier. Et il me semble pas encore aujourd'hui si bien pris en compte, ni par les tutelles, ni, en tout cas pour ce que j'en sais, par nos manières de faire, en fait. Oui, c'est vrai que la construction disciplinaire, il y a quelques initiatives que je trouve intéressantes, mais ça reste ultra marginal dans l'offre de formation. Alors, en tout cas, nous, à l'UPEC, c'est les DU et les gradués de programme qui sont des diplômes donc supplémentaires, hein. C'est le DU par exemple, sur des enjeux transversaux, mais avec une approche interdisciplinaire. Par exemple, il y a un DU qui est porté par des collègues de mon laboratoire qui s'appelle Enjeux communicationnels en santé, où il y a à la fois des personnels hospitaliers, des gens qui sont dans le domaine de la santé, des médecins, tout ça, et des chercheurs en sciences humaines et sociales qui co-animent d'ailleurs une bonne partie des enseignements, dans cette idée qu'il y a une articulation entre sciences médicales, hein, si on peut dire, et sciences sociales. Moi, j'ai un master que je co-dirige, qui s'appelle Éduquer au développement durable, former à transformer les pratiques, et c'est un master qui se veut interdisciplinaire, avec à la fois des approches en sciences environnementales et en sciences sociales, et notamment en sciences politiques, en sciences de l'information et de la communication, pour travailler sur l'analyse des discours climato-sceptiques, les questions de pollution de l'air. Et donc on va avoir à la fois des experts en sciences environnementales, hein, qui viennent parler vraiment de sujets d'expertise scientifique, de la science dure, entre guillemets, et des experts en sciences sociales sur les enjeux de société. Et c'est pour ça qu'on parle de socio-environnemental. Donc il y a des offres de formation qui vont vers cette interdisciplinarité, mais ça reste marginal, c'est vrai. Mais bon, en tout cas... sur le changement des pratiques, je trouve ça vraiment intéressant, d'autant plus que c'est l'enseignement du droit dans les séminaires auxquels j'ai participé du mouvement interdisciplinaire sur l'innovation dans la formation, est souvent revenu la question des études en droit, et le fait que dans les premières années, on est quand même beaucoup et c'est pas que dans les études en droit, mais c'est le cas des études en droit, où on apprend beaucoup de choses en mode un peu apprentissage par cœur, et que c'est qu'après qu'on exerce. Je dis, c'est souvent cité comme étant des premières années où l'analyse vient, en tout cas, vient plus tard. Et ce qui a été vu, ce qui est intéressant, c'est que forcément, quand on est sur des sujets d'évaluation qui demandent de la restitution de connaissances qui sont quand même assez accessibles, les IA, même ChatGPT, qui pourtant je pense est la plus mauvaise, se débrouille pas trop mal. J'ai des collègues qui ont fait ce travail-là sur les concours de CAPES. Les concours de CAPES, on est pourtant à Bac+5, il y en a qui sont des sujets vraiment de savoir disciplinaire assez... il faut resituer des savoirs sans forcément toujours... Et globalement, ils demandaient aussi... Ils ont fait noter à des enseignants à l'aveugle, c'est-à-dire sans savoir quelles étaient des copies issues de l'IA et quelles étaient les copies d'étudiants. Et certains mettaient des meilleures notes à des copies d'IA et n'étaient surtout pas toujours capables de discerner qu'est-ce qui était produit par l'IA. Bon, même s'il y a des éléments de langage qu'on pourrait voir. Donc ça amène quand même sur cette idée de comment j'interroge mes étudiants pour savoir s'ils ont compris, s'ils ont appris, mais selon une modalité qui est différente que celle de la restitution par un QCM, des éléments de question si sait-on telle date ou autre, etc. Parce que alors là, c'est sûr que l'IA le fait souvent
peut le faire mieux que certains étudiants. Donc comment on le fait? Est-ce qu'on fait à l'oral? Est-ce qu'on pose les questions différemment? Est-ce qu'on demande... Alors à Sciences Po, ils ont fait un truc assez intéressant, c'est qu'ils font produire aux étudiants, ils demandent qu'ils utilisent l'IA. Ils leur demandent de justifier quelles IA ils ont choisi et ensuite ils leur demandent d'analyser ce qu'a produit l'IA. Et après, c'est pas en première année. Mais c'est intéressant. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont passés de l'interdiction à l'obligation d'utiliser l'IA, mais après l'obligation d'analyser ce qu'a produit l'IA. Donc je trouve que c'est pas mal quand même comme changement. On revient à la démarche critique. Mais on est déjà très en retard par rapport à notre programme. Mais je tiens à remercier vraiment sincèrement et chaleureusement Olivier et Aude pour leurs réponses, sinon exhaustives, du moins extrêmement intéressantes, qui mettent l'accent justement sur le discernement, le circuit de l'information, l'importance des discours situés, entre autres. Et je vous propose une transition qui va être, c'est plus qu'une transition en fait, puisque maintenant qu'on a beaucoup parlé entre professionnels de l'enseignement, je propose qu'on donne la parole aux étudiants et étudiantes. Et donc Aïna et Eva, qui sont étudiantes en licence 3 information communication, vont vous présenter une petite enquête qui enregistrée auprès de leurs camarades pour répondre à cette problématique sur l'intérêt de suivre des études à l'université encore aujourd'hui. Alors c'est parti. À l'ère du numérique, je pense que l'université a encore plein de choses à nous apporter, notamment une base théorique, la capacité d'avoir des interactions sociales dans un milieu universitaire qui va être plutôt plein de réflexions annexes qu'on va pouvoir partager avec les gens autour de nous, avec nos professeurs et autres. Ça nous donne aussi la capacité de mener certains projets, plutôt concrets, plutôt professionnalisants. Mais après, je pense pas forcément qu'il faille opposer non plus l'apprentissage numérique et l'apprentissage universitaire, parce que les deux peuvent collaborer pour nous apporter et la base théorique dont on a besoin, et la possibilité d'appréhender des sujets plus profonds, plus précis, plus ténus. Je me contente pas de poser des questions à ChatGPT, tout simplement parce que ChatGPT n'est pas capable d'avoir une réflexion contrairement à un humain. Et donc c'est essentiel d'avoir nos professeurs qui vont justement nous pousser à avoir une réflexion. Et je pense que ChatGPT aussi est pas capable, par exemple, d'interpréter une source. Par exemple, moi je suis en histoire, il est pas capable de comprendre un texte ou de l'interpréter, de le nuancer. Et en fait, il peut juste ressortir des informations brutes comme ça qu'on lui a appris, qu'il trouve dans différents sites internet. Et parfois, même ces informations-là, elles sont fausses. Je trouve que ma formation universitaire aujourd'hui, elle m'aide à réfléchir. Elle m'offre plein de pistes de réflexion. Elle m'a aussi aidé à développer mon esprit critique, d'analyse. Aujourd'hui, par rapport à avant de commencer cette formation, j'ai beaucoup plus le réflexe d'aller consommer de l'actualité, consommer des informations et surtout de me faire mon propre avis, de m'interroger sur la manière dont ça a été produit, chose qui n'était pas forcément le cas avant. Donc je suis très contente qu'on m'ait donné autant matière à réfléchir. Alors du coup, moi je trouve que la fac, surtout dans notre licence information et communication, on est assez proche des professeurs dans le sens où on a plusieurs canaux de communication avec eux qui sont assez directs, notamment avec des groupes sur Telegram par exemple, où on peut facilement échanger avec eux. Donc il y a un peu cette barrière professeur-élève qui est un peu qui est toujours présente bien sûr, mais qui n'est pas aussi stricte que dans d'autres formations, je pense. Et aussi pour parler des cours plus précisément, je trouve que c'est vrai qu'il y a ce côté théorique qui est forcément là dans toutes les licences, qui est assez compliqué quand on arrive, je pense, au début, parce qu'on s'attend vraiment à recevoir une éducation concrète, à pouvoir sortir directement en ayant toutes les clés en main pour pouvoir faire plein de choses en lien avec la communication. Pour pallier à ce côté très théorique, je pense qu'il faudra ajouter peut-être plus d'investissement personnel, plus de recherche de notre côté, et il faut surtout s'accrocher et continuer par la suite. Faut pas se contenter en tout cas des cours, parce que sinon on n'a pas assez d'outils pour pouvoir directement sortir et être un bon communicant. Voilà. Donc moi, je trouve que l'université m'apporte quand même beaucoup de choses, l'esprit critique, savoir analyser un sujet, la cohésion aussi de groupe. Je trouve que c'est important de savoir travailler avec des personnes. Après maintenant, je trouve qu'il manque des choses. Ce serait le côté plus professionnalisant, le fait que les professionnels devraient un peu plus intervenir pour vraiment nous donner ce regard critique du monde du travail, parce qu'aujourd'hui, les écoles, et ce qui différencie
l'école de la fac. Je dirais que la fac, c'est beaucoup plus théorique. Alors oui, on a cet esprit critique, mais au niveau des écoles, c'est vrai que quand je vois mes amis, c'est beaucoup plus, on va dire, ils ont beaucoup plus de bagages ensuite pour aller dans le monde professionnel. Donc je pense que c'est vraiment ce qui manque. La fac, je pense qu'elle est un peu arriérée, un peu ancienne. Je fais pas une critique de la fac, mais je trouve qu'elle devrait s'améliorer au niveau de ça. Je pense que, en tout cas en Infocom, pour tout ce qui est matière théorique, on est bien aidé, on est bien fourni, et justement c'est plus pour cette partie que je suis très reconnaissante au niveau des pistes de réflexion, etc. Mais je pense que pour les cours plus pratiques, notamment certaines UEP qui sont axées autour de la création de contenu, le montage, la production d'images, etc., qui sont des matières hyper importantes dans notre cursus, je trouve que c'est pas assez développé, que c'est pas vraiment en 3 cours de Photoshop qu'on peut dire j'ai reçu une formation à la fac, ça peut m'aider à produire des images ou à en modifier. Donc j'aimerais bien que sur ces questions-là, ça soit beaucoup plus développé et beaucoup plus concret. Aujourd'hui, l'université, ça m'apporte beaucoup plus qu'un cursus numérique pourrait le faire. Déjà, le contact humain, c'est important, que ce soit la vie étudiante de manière générale, ou ne serait-ce que pouvoir parler avec des profs, des référents, avoir des avis, des gens qui vous aident. Le cursus à l'université, en général, est plus complet. Il va y avoir des initiatives, des projets différents et des travaux qu'on va exécuter sur le terrain, par exemple. Donc, ça sert aussi, justement, l'université sert aussi à savoir se servir mieux du numérique quand on est de toute façon obligé aujourd'hui de faire avec. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon qui était très intéressant à entendre. On retrouve... Bravo. On retrouve des thématiques abordées pendant la table ronde, la question de la démarche critique, la dimension émotionnelle. Vous avez apporté la dimension pratique hyper importante, mais enfin, on évoquait justement le lien entre théorie et pratique. Ce que je tiens à souligner aussi, c'est que quand on a interviewé et interrogé nos camarades, c'est que la première réponse qu'on a reçue, ce n'était pas un diplôme. Parce qu'on pouvait s'attendre à ce que lorsqu'on nous interroge, nous jeunes aujourd'hui, pourquoi vous continuez à aller à l'université ou à l'école, c'est parce que ça nous apporte un diplôme. Et là, en tout cas, toutes les personnes que j'ai pu interroger, de même pour Eva et aussi pour Love Hendrix, c'était pas le fait d'avoir un diplôme, mais c'était que ça nous apportait d'autant plus du fait de l'environnement dans lequel on se retrouve, que ce soit social, dans la vie étudiante ou autre, le fait aussi d'être accompagné par nos professeurs, parce que avoir ce regard d'adulte qui continue de nous... laisser l'opportunité et l'occasion de développer notre propre esprit critique, c'est super important. Et c'est sûr que ce n'était pas avoir un programme ou un enseignement à distanciel, loin de ce côté hyper social, et d'autant plus lorsqu'on sait que dans notre société aujourd'hui, le lien social il est plus en déclin qu'autre chose, et c'est ce qui nous apporte le plus. Et je trouvais ça trop bien et trop cool de ne pas avoir eu cette réponse de seulement un diplôme, mais ils sont allés chercher un peu plus loin dans leur réponse. Donc voilà, c'était une bonne expérience. Merci.